Bien. Donc moi, je vais m'inscrire dans les préconisations, les recommandations de l'audition publique, et qui a donné lieu à un rapport en 2011. Préconisations qui portaient en grande partie sur la prévention, l'information et la formation, et plus particulièrement en direction des professionnels. Bien entendu, la prévention, c'est ce qui pourra se faire au niveau du grand public, tout adulte au contact des enfants, mais en l'occurrence, nous avons mis l'accent aussi sur la formation indispensable des professionnels, que ce soit les professionnels de santé ou les professionnels investis dans le champ de la protection de l'enfance. Et c'est plus particulièrement d'eux que je vais vous parler, puisque il arrive que ces professionnels ont à identifier ou à prendre en charge des enfants qui ont été victimes du syndrome du bébé secoué. Donc nous sommes partis d'un questionnaire. Donc nous sommes partis d'un questionnaire qui a été remis par Anne Laurent-Vanier et que nous avons souhaité diffuser auprès du maximum d'associations et de conseils généraux en l'occurrence, mais pas seulement. Donc il s'agit aujourd'hui d'en faire une première restitution. Donc je ne vais pas m'attarder sur une analyse fine, mais je vais simplement pointer les parts, si vous voulez, des graphiques qui suscitent nos interrogations, nos réflexions, ou qui sont remarquables dans leurs résultats. Sachez qu'au-delà de ce travail, nous envisageons à une plus grande échelle aussi de poursuivre l'enquête auprès d'un maximum de professionnels, mais aussi du grand public. Nous avons retenu simplement 293 questionnaires qui concernent plus particulièrement des professionnels investis dans ce champ. Qui sont-ils? D'une façon générale, ce sont des professionnels qui sont chargés de l'accueil de la petite enfance, de la protection de l'enfance, de médecins, de magistrats ou d'enseignants qui contribuent à un titre ou à un autre à la protection des enfants. Parmi ceux-là, 213 cadres et travailleurs sociaux exerçant au sein d'associations, voire aussi de conseils généraux. Il faut souligner, c'est la première fois que nous avons obtenu, malgré tout, un taux de retour intéressant de la part des éducateurs spécialisés. Nous avons recueilli également des questionnaires de la part des cadres de l'aide sociale à l'enfance, ce qui est très important, de 16 départements différents, de 13 magistrats, tout confondus, juges des enfants, parquetiers, mais aussi juges d'instruction et JAF. De 34 professionnels de santé paramédicaux qui sont investis à un titre ou à un autre dans la protection de l'enfance. Ça peut être des médecins libéraux, des pédopsychiatres. 13 professionnels de la petite enfance, donc qui prennent en charge, ça peut être des assistants maternels ou assistants familiaux, ça peut être aussi des petites structures collectives d'accueil du jeune enfant. Si j'insiste, c'est parce que ça va avoir un impact sur les résultats. Et puis de 8 professionnels de l'enseignement petite enfance maternelle. Alors, je vous propose une restitution en deux parties. Tout d'abord, une restitution des réponses toutes catégories professionnelles confondues. Et donc, je vais vous présenter une succession de graphiques. Je pointerai simplement ce qui peut nous questionner ou interpeller chacun d'entre nous. Alors, première question, avez-vous déjà entendu parler du SBS? Là, on doit dire que l'ensemble des professionnels en ont entendu parler. Bon, d'un certain côté, c'est assez rassurant, mais peut-être qu'il y a quelques années, on n'aurait pas eu ce score. À la question, quand en avez-vous entendu parler pour la première fois? Et ce n'est pas anodin, une grande majorité par le travail, ce qui veut dire que très peu par la formation. Les seuls qui ont répondu par la formation, ce sont soit les médecins, soit les magistrats. Très peu on a entendu parler par les médias ou du bouche à oreille. Risque-t-on d'induire des lésions du syndrome en jouant? Alors là, on a finalement des réponses qui sont homogènes. La moitié pense que l'on peut induire des lésions en jouant. Est-il plus grave pour un bébé de tomber d'une table allongée que d'être secoué? Pour ce qui concerne cette question, donc vous voyez que seul un tiers pense qu'il est plus grave de secouer un enfant
que de tomber d'une table allongée. Donc il y en a quand même 47% qui pensent que c'est pareil. Le syndrome du bébé secoué peut-il survenir dans tous les milieux sociaux? Là, également, unanimité pour l'ensemble des professionnels. Tous les milieux sociaux sont concernés. Est-on tous susceptibles d'avoir envie de secouer un bébé? Là, je ne vous cache pas que cette question a déjà posé quelques problèmes, et notamment, je dois dire, pour les magistrats plus particulièrement. Alors, on a une très forte part de professionnels qui pensent que nous sommes tous susceptibles, environ les 3/4. Autre question, est-on tous susceptibles de secouer un bébé? Autrement dit, de passer à l'acte? Une grande majorité pense que non, 58%. Le secouement est-il constamment un geste violent? Donc là, on a relativement peu de réponses en proportion qui pensent que c'est un geste violent, 52%. Donc ça veut dire que l'autre moitié pense que ce n'est pas forcément un geste violent. Les enfants secoués de façon répétée sont-ils majoritaires? On a là aussi des réponses qui s'équilibrent. Notez qu'il y a une moitié qui pense que la majorité des enfants ne sont finalement secoués qu'une seule fois. Et donc ça vient en écho de ce qui nous a été dit précédemment. Faut-il qu'il y ait répétition pour qu'il y ait maltraitance? Là aussi, il y a une très forte perception par rapport à la maltraitance du bébé secoué, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait répétition. Là, je crois qu'on a pu progresser en quelques années, parce que quelques années auparavant, on avait un débat à ce sujet. Les enfants qui gardent des conséquences dommageables sont-ils majoritaires? Et là, vous voyez qu'il y a quand même une proportion assez faible, 36%, qui pensent qu'effectivement, ça a des conséquences dommageables. Donc, c'est très faible. Ces conséquences s'estompent-elles quand l'enfant grandit? Donc là, on a une très forte proportion, 67%, qui pensent que les conséquences s'estompent quand l'enfant grandit. Donc, vous voyez, ça nous donne des indications sur l'information, les formations et puis la prévention aussi. La suspicion d'un SBS impose-t-elle la saisine de la justice? Alors là, on a 3/4 qui pensent qu'effectivement, il faut saisir la justice. Là aussi, je pense que nous avons progressé. Il y a une faible proportion aujourd'hui qui pense que ce n'est pas nécessaire. Le secouement constitue-t-il une infraction pénale? Là aussi, on réalise un score quand même relativement élevé, 70%, mais 24% ne savent pas. L'enfant, s'il a des conséquences dommageables sur sa santé, a-t-il droit à une indemnisation? Alors, ça reprend ce que disait Anne tout à l'heure, 57%, et vous serez surpris tout à l'heure de voir qui pense qu'ils n'ont pas droit à une indemnisation. 57% pensent qu'ils n'ont pas droit à une indemnisation. Avez-vous connaissance de recommandations destinées aux professionnels portant sur le diagnostic de secouement? Alors là, peut-être qu'il n'était pas forcément fait référence aux travaux de l'audition publique, c'était recommandations d'une manière générale. Et là, nous avons constaté que 63% ne connaissaient pas des recommandations et qu'en fait, une faible proportion, 22%, donc soit un quart, connaissent des recommandations par rapport au SBS. Alors, si l'on affine, on a essayé de regrouper ces questionnaires, si vous voulez, par catégorie professionnelle. Toujours ces professionnels qui sont investis dans le champ de la protection de l'enfance. Alors, risque-t-on, en jouant avec un bébé, donc d'induire des lésions du syndrome du bébé secoué? Donc, on a 5 catégories de métiers. Donc, protection de l'enfance, tous ceux qui participent effectivement aux décisions de protection et à la mise en œuvre des actions. Donc, les magistrats, santé paramédicale, donc qui participent. On a mis dans ce groupe-là donc des médecins, comme je dis, des pédopsychiatres, mais aussi des médecins de PMI, des infirmières, etc. Donc là, ce qui est significatif, c'est le oui de la petite enfance.
Et là, ça nous interpelle. Ça nous interpelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les professionnels de la petite enfance, jouer peut-être peut induire des lésions du syndrome du bébé secoué. Je crois que c'est riche d'indications. Est-il plus grave pour un bébé de tomber d'une table allongée que d'être secoué? Alors, vous voyez une majorité de bleus qui se dégage, notamment dans « c'est pareil ». Alors, parmi les « c'est pareil », pareil, si je peux dire, la petite enfance considère qu'il est finalement aussi grave de tomber d'une table allongée que d'être secoué. Là aussi, c'est une indication pour nous dans la connaissance de la problématique du syndrome du bébé secoué. Est-on tous susceptibles d'avoir envie de secouer un bébé? Donc là, vous voyez une forte proportion de bleus se dégager. Bleu, ça veut dire oui. Donc, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes là face à une majorité de professionnels qui pensent que nous sommes tous susceptibles d'avoir envie de secouer un bébé, y compris les magistrats, les professionnels de santé, la protection de l'enfance, tout particulièrement, ces trois catégories. Est-on tous susceptibles de secouer un bébé? Alors donc là, pareil, nous avons une interpellation par rapport aux réponses de la petite enfance qui très fortement exprime son avis par la négative, donc à une très forte proportion. Donc là aussi, ça nous interpelle. Le secouement est-il constamment un geste violent? Donc là, nous avons à égalité, bien souvent, le bleu qui dit oui et le rouge pour non. Là aussi, la petite enfance considère que le secouement n'est pas forcément un geste violent. Donc ça nous interpelle. Si je me permets d'insister, c'est que ça nous donne des pistes dans la connaissance, mais quand même, notons que pour la protection de l'enfance aussi, la proportion n'est pas moindre. Et notons également pour les magistrats et les professionnels de santé et autres, la proportion n'est pas moindre. Faut-il qu'il y ait répétition pour qu'il y ait maltraitance? Donc là, l'unanimité, mais tout particulièrement pour les magistrats. Donc il n'y a aucun doute, le premier acte suffit pour qu'il y ait maltraitance, mais là aussi, curieusement, pour la petite enfance. Les enfants qui gardent des conséquences dommageables pour leur santé sont-ils majoritaires? Donc là, on voit qu'il y a une méconnaissance des effets du secouement. Et ce qui est le plus troublant, j'attire votre attention, c'est par rapport aux magistrats. La suspicion d'un syndrome du bébé secoué impose-t-elle la saisine de la justice? Donc là, on a une majorité de oui, les bleus qui se dégagent, mais quand même, on remarque que pour la protection de l'enfance, pour les magistrats particulièrement, dans une moindre mesure pour les professionnels de santé, donc il n'est pas forcément nécessaire de saisir la justice. Avez-vous connaissance de recommandations destinées aux professionnels portant sur le diagnostic de secouement, donc sur les recommandations générales? Et là, on voit que l'ensemble des professionnels méconnaissent, hormis le secteur santé et paramédical qui semble mieux connaître, et là on a identifié que c'était particulièrement les professionnels de la PMI qui connaissaient le mieux ces recommandations en particulier, mais d'autres recommandations, mais aussi les professionnels de la protection de l'enfance. Alors je vais juste comparer pour vous donner un élément intéressant de ce que peut apporter la formation dans le cadre d'une meilleure connaissance de ces sujets. Donc c'est suite à une journée qui a eu lieu, une journée scientifique, j'ai bientôt fini, qui a eu lieu en mars dernier et qui a été organisée par les hôpitaux de Saint-Maurice. Et là où on voit une progression dans la connaissance du sujet suite à une journée de ce type, là où on voit qu'on a progressé, c'est notamment par rapport à la table allongée, où là on a une forte proportion de professionnels qui répondent suite à cette formation qu'effectivement ce n'est pas pareil d'être secoué ou de tomber d'une table allongée. La question d'avoir envie de secouer, donc on voit qu'il y a une forte proportion de personnes qui considèrent, suite à cette formation, qu'on peut avoir envie de secouer, mais pour autant ne passe pas à l'acte, même si la proportion est importante.
Le secouement est-il constamment un geste violent? On voit que la proportion augmente, donc il y a une prise de conscience de la violence du geste. Les enfants secoués de façon répétée sont-ils majoritaires? Ben là, du coup, le taux augmente parce qu'on voit bien que souvent c'est associé à une répétition de secouement. Ce qui augmente tout particulièrement, ce sont les conséquences. On prend conscience des effets que peut avoir le secouement sur l'enfant, sur le droit à indemnisation. Donc on est informé des recommandations et on pense qu'il faut effectivement saisir la justice. Alors que retenir? Que retenir très rapidement? C'est que le syndrome du bébé secoué reste partiellement méconnu par les professionnels de l'enfance et de la santé, surtout quant à la spécificité du secouement, des circonstances et les effets sur l'enfant. Cependant, il est perçu très majoritairement comme un acte grave. Donc on peut dire que malgré tout, pour ces professionnels-là tout particulièrement, il y a une majorité qui estime que c'est un acte grave, un acte de maltraitance comme on l'a vu, et qui implique la saisine de la justice. Je dois dire, par rapport à l'évolution, qu'il y a eu très peu de réticence à remplir ces questionnaires. Encore une fois, il y a quelques années, on aurait peut-être un peu plus de réserve quant à remplir un tel questionnaire. Et même, je dois ajouter qu'il y a eu un intérêt pour ce sujet, et ça doit nous inviter à aller encore plus loin, sur des besoins exprimés en matière d'information, de formation, notamment, qui ont été exprimés par l'ensemble des professionnels. Il est certain que les travaux de l'audition publique méritent une plus large diffusion, que nous avons donc une marge importante de progression en matière de prévention, puisqu'encore une fois, la prévention passe aussi par les professionnels, et des professionnels bien au fait, informés, c'est une prévention qui peut réussir. Et enfin, ça ne suffit pas, faut-il encore une impulsion forte des décideurs et des moyens pour que ça puisse se faire. Je vous remercie. Alors, on a le pédiatre.